Le Burkina Faso, voilà un pays surprenant à plus d'un titre. Au niveau politique, en octobre 2014, les Burkinabés, en moins de 2 jours, sont parvenus à mettre en fuite leur président Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 27 ans. Le président voulait s'assurer un 3e mandat, le peuple n'en voulait plus, il a donné un coup de balai historique. L'histoire, justement, nous ramène dans les années 80, à l'époque de la Révolution. Le président Thomas Sankara, en 4 ans de pouvoir, avait développé un programme visant l'autosuffisance alimentaire. Mieux encore, il voulait confier à cet homme, Pierre Rabhi, la mise en place d'une politique agricole centrée sur l'agroécologie. Une volonté avortée. En 1987, le capitaine Thomas Sankara était assassiné. On peut imaginer que le Burkina Faso aurait été le premier pays africain à se détourner de l'agriculture industrielle et de ses dérives chimiques pour une agriculture durable. 30 ans après, cet espoir est resté dans les mémoires des anciens, ceux qui ont côtoyé Pierre Rabhi quand il travaillait au Burkina Faso. Pierre Rabhi, en 1984, m'a formé avec mes élèves dans mon école. J'étais formateur des jeunes agriculteurs dans une classe d'application d'un centre de formation des formateurs des agriculteurs. Et l'État m'a remis le bâton d'apôtre de la diffusion de l'agroécologie dans tout le Burkina Faso. C'était le temps de la Révolution. Et Sankara partageait farouchement la philosophie de Pierre Rabhi. Sankara a proclamé 8000 villages, 8000 compostières, ce qui s'inscrit directement dans la logique de l'agroécologie. Un autre ancien témoigne, lui aussi faisait partie des premiers Burkinabés très tôt convaincus par l'agroécologie. Au niveau du contexte global, il y avait une politique nationale qui encourageait cela, mais le Burkina a connu, quand même à partir d'octobre 1987, on allait dire un accident de l'histoire qui a fait que l'agroécologie, à un moment donné, a plongé un peu. Actuellement, il est en train de renaître. Comme d'autres pays de la région, le Burkina Faso est touché par le changement climatique. La surexploitation des terres agricoles a sensiblement affaibli la biodiversité. Les rendements s'en ressentent. Dans ce contexte, l'agroécologie gagne du terrain. C'est une évidence. Aujourd'hui, au Burkina, c'est des centaines d'ONG, d'associations qui s'inspirent, qui s'apportent de l'agroécologie. Bien sûr que tout le monde n'est pas au même niveau, mais les éléments essentiels sont là. Et tout le monde est d'accord. Mais il faut du temps pour qu'on puisse faire toutes les combinaisons possibles pour arriver à une approche agroécologique solide. Soyez les bienvenus à la journée de l'agroécologie. Délégation du Bénin, du Mali et du Niger. Soyez les bienvenus à la journée de l'agroécologie. Délégation du Sénégal, du Togo, de la Mauritanie. Soyez les bienvenus à la journée de l'agroécologie. Partenaires financiers. En février 2015, l'association Terre et Humanisme organisait les rencontres internationales de l'agroécologie. Pierre Rabhi en était le président d'honneur. Les participants venaient des pays de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de France et de Belgique. Au programme, des ateliers, des conférences, des échanges et des démonstrations, car nous sommes ici dans un centre de formation. L'humidité peut toujours rester dans les allées. Et je marche par là. Voilà. Pour travailler, pour répliquer ici. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas un nombre limité où on doit obligatoirement ou forcément s'arrêter. Mais c'est selon la capacité de la personne à gérer de manière efficace son cheptel. Même un éleveur agroécologiste peut avoir 200 têtes. À partir du moment qu'il arrive à stocker assez de foin, il arrive à les soigner, il arrive à être vraiment assez proche d'eux. Voilà quoi. Nous disons que l'agroécologie, c'est l'agriculture qui réconcilie l'homme avec la nature
Et c'est aussi l'agriculture qui nourrit l'homme en prenant soin de sa santé, puisque les produits sont sains, en prenant soin de la terre aussi, parce que c'est elle la première nourricière, et également du climat, vu le temps dans lequel nous vivons. La question des changements climatiques est prioritaire. Donc, en fait, c'est l'agriculture de l'homme conscient et intelligent. Pour Pierre Rabhi, il y a un constat pitoyable, l'homme n'est plus en symbiose avec la nature. On est sorti de la coopération avec la vie pour rentrer dans la dualité avec la vie. Ce qui fait que nous, êtres humains, nous sommes devenus très destructeurs. Destructeurs des sols, destructeurs des environnements. Au lieu de voir la planète comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier poisson, jusqu'au dernier arbre, c'est ce qui se fait actuellement. C'est la planète vue comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser. Il serait temps de voir quelle chance nous pouvons avoir de vivre et par contre rentrer dans la modération, c'est-à-dire que ce que j'appellerais moi la modération, c'est la puissance de la modération. Parce que le grand mot d'ordre aujourd'hui politique, c'est la croissance économique indéfinie. C'est une bêtise, mais immonde. C'est immonde. La croissance économique est immonde. Pourquoi? Parce que c'est pour faire de la croissance qu'on détruit tout. Qu'on augmente nos prélèvements de poissons, qu'on détruit nos forêts, etc. La croissance économique est une absurdité. Il n'y a rien qui puisse croître indéfiniment. Et il faudrait revenir à quelque chose qui amène la modération et la puissance de la modération. Et à ce moment-là, on est dans ce qui est juste. Nourrir le monde sans l'empoisonner, c'est le credo des agroécologistes. Ils défendent un modèle d'agriculture durable, performant et socialement juste qui soutient le principe de la souveraineté alimentaire. Ce modèle, c'est celui que recommande précisément de suivre Olivier de Scutter. Il a été le rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Pour lui, le modèle dominant a montré ses limites. On a construit l'agriculture conventionnelle sur une série de mythes. Le mythe d'une quantité illimitée d'énergie fossile qu'on peut utiliser pour augmenter la productivité agricole. Le mythe que les progrès technologiques bénéficieraient également à tous les paysans, petits et grands. Le mythe également que les sols pouvaient tolérer le développement de monocultures, alors même que les sols, on le sait, leur santé est de plus en plus menacée par l'absence de pratiques écologiquement durables. Et donc, l'agriculture industrielle impose toute une série de coûts sociaux, environnementaux à la collectivité qui ne sont pas intégrés aujourd'hui dans le prix de l'alimentation et c'est la raison pour laquelle il faut aujourd'hui songer à changer de modèle. L'agroécologie propose donc une autre voie, une autre piste, plus humaine. L'agro-business, là, il ne s'occupe pas de nourrir les hommes. Il gaspille tout le temps. Il s'occupe de remplir des comptes en banque. Et leur art, c'est le mensonge. Donc, ce qu'ils racontent est faux. Les paysans ont rempli leur contrat. Ils ont donné à manger tous les jours, et même dans des conditions très, très difficiles. Mais tous ces gens-là, à la tête des agro-business et tout ça, que nous apportent-ils? Où en sommes-nous aujourd'hui? À la limite d'une catastrophe planétaire. Donc, retournons à l'agroécologie. Retournons à une agriculture qui te redonne un lien avec cette création dans laquelle on vit. De nombreux paysans ont quitté l'agriculture dite conventionnelle. Pour justifier cette nouvelle orientation, ils évoquent tous les mêmes raisons. L'utilisation des engrais et pesticides chimiques coûte de plus en plus cher. Ces produits sont nuisibles à l'environnement, mais aussi à la santé. De nombreux paysans n'en veulent plus. Walaka le ning na sar biliga meka vere ton mikram te yawa ba ton paning bilika ton buriya ton pamdam la na sar biliga ning wa sampa ton ye pa ma biliga ning bene na sar biliga to ye pa apa kont ton rinkete ton ye pa kenga de na sar biliga ya. Ce changement des pratiques agricoles, on peut l'observer au Burkina Faso, mais aussi dans les autres pays de la région, avec des résultats probants et encourageants.
Oui, on produit plus qu'en agriculture conventionnelle parce que moi j'ai quand même un rendement de 3 tonnes à l'hectare. Alors que l'agriculture conventionnelle, je ne dis pas de l'Europe, mais de chez nous au Sahel, c'est maximum 600 kilos à l'hectare. Et moi, je fais 3 tonnes à l'hectare. Et c'est 3 tonnes de quoi exactement? De céréales? C'est 3 tonnes de céréales. Pas de légumes? Les légumes, nous avons à peu près 2 à 3 kilos d'oignons au mètre carré. Alors que pour ceux qui font la chimie, ils sont à 1 à 2 kilos au mètre carré. Pour moi, l'agroécologie, c'est quelque chose qui existait depuis. Mes parents font du maraîchage. C'est de l'agroécologie parce qu'ils n'utilisent pas les produits chimiques ou les engrais chimiques. Ils font ça localement et puis ils produisent bien. Et par exemple, ils font les blés, les tomates, les oignons. Et puis on n'avait pas de problème de famille. Après, ça a changé. Quand ils ont commencé à faire les oignons, vous savez, la culture d'oignons, ça s'exporte et les gens gagnent de l'argent. Et tout le monde est tombé là-dedans. Et pour avoir un bon rendement, les gens, ils ont été poussés. Bon, certains leur ont conseillé à utiliser des engrais chimiques et des produits chimiques. Après, les gens, ils ont laissé tout. Ils font des oignons. Certaines gagnent, certaines ne gagnent pas. Mais jusque-là, ils n'ont pas compris qu'ils sont en train de s'empoisonner. L'État a joué un rôle important, tout comme les multinationales. Les paysans sont tombés dans un piège infernal. La technique que ces grosses boîtes ont utilisée pour également amener les paysans à se lancer dans l'agriculture chimique, d'abord on commence par donner les choses gratuitement. Deuxièmement, on commence par dire qu'il faut une petite contribution. Et finalement, tu vas payer la totalité. Quand toi-même, tu te rendras compte que ça devient de plus en plus indispensable pour ton terrain. Parce qu'une fois qu'on te donne gratuit, tu utilises ça pour ton terrain, hop, ton terrain, la dégradation commence. Ça veut dire que chaque année, il faut augmenter la quantité. Et plus tu viens augmenter la quantité, hop, on va te dire, il faut une contribution. Et après même, tu vas te retrouver à acheter la même quantité 3, 4, 5 fois plus cher que tu avais commencé. Mais tu ne peux plus repartir en arrière. Voilà, tar fa po en de yu so balla ton pile anu. La san na ye wala billboard de bilik po ma ha. Er tare fa ton pa ma wala ton pista bi pina he bi yiro ton. Pum da sa pour. Din ton mi kam tienda a han content yira na saran wa bilik. Han lebe songo ton da me ya wujo ya wa bilika songo da tengaunga a songo da ton me salafi fo san le bin wala bondo fo san yak jaba wanti ra kabe somat fo nan derle me a tuen kawsha me ngo gura hana wawa mpasambi la san ya ton da tumni na saron bidiga fo han derla woto wazi fo yaba han bit fo nyaka woto derl ti jinga la haya tan yibala wawda woto la ton ko jaba ma tulo la ton yakada tulo asa nyaka derle aye kiyang po anta pongo yille ba parar me yati de ton koshi bon aleben fo leben daten yakam bing baye bilfu wa ton man ko yele me paton yake bingi ndi alfa ya hasam la ton mi kamenti bilbo de biliga fo ndaten ton binga yabon runa halin ton ko baye septembre auto menga ti pasami hande ya bala fo han ki fo mikdem ti fo ndale ala wakat ningo lil a songra ya wishone ton. Que ce soit pour les activités de maraîchage ou de culture céréalière, la solution passe par le compost et la fumure organique. De nombreux paysans ont désormais recours à cet or brun qui nourrit la terre. Partout la même scène se reproduit, ce paysan nous montre une de ses étables. Juste à côté, dans cet enclos, régulièrement, il récupère les déchets organiques, ce qui servira pour réaliser son compost. Couche par couche, tout en arrosant, il entasse tous les éléments. Une fois réalisé, il faudra patienter le temps que tout se décompose pour devenir du couscous, une expression des agroécologistes. Ce paysan a été encadré par l'association APIL, il a suivi tous les conseils et aujourd'hui, il n'a pas à s'en plaindre.
Les terres exploitées par ce paysan étaient arides. Personne n'aurait cru qu'il était encore possible d'en tirer quelque chose. Il a ceinturé ces terres par un cordon pierreux pour retenir les eaux pluviales et lutter contre l'érosion. Et au creux de ces demi-lunes, il a placé son compost. Sa production de mil ou encore de sorgho a sensiblement augmenté. Aujourd'hui, il est très satisfait des résultats. Au passage, nous lui posons une question. Et si le coût des engrais chimiques venait à baisser, retournerait-il vers ce type de pratique ? Moi, ça me parle de la zoria. À Handazar Zorning, ton 5 enfin, ton Zinzana Sam en Bassam. La Santek à Zoro, t'as pas Sam Zinga, tu never told me to have the train to Malam. La Apin Sabassin, y'a pas nafaton, y'a qui da ton Zinga, à part de mort. La Yawa ton en Ponra Yawa, more kidam. More payiti, mobise payiti. Cet autre paysan peut regarder ses terres avec une certaine fierté. En suivant les conseils de l'association ARFA, il a non seulement su enrichir ses surfaces de terres agricoles, mais au fil des années, il s'est sensiblement enrichi lui-même. C'est un des rares paysans de la région qui parvient à produire sur ses terres une grande quantité de maïs qu'il revend ensuite sur le marché. Cela lui procure une rentrée financière non négligeable. Ton kale mwen ki ton mwen nakamana zon mwen kamana ya bliga sababu ki ton mwen kamana jinya kan wala ka ten ko bungi le ton wampa alfa songona te ton man bliga a kimi te ton jinya faale ka kama ji et terama bala tan tera ton da yi na kimse ton da tan jinda kan ni le jinya ka songa nyinga wat na ton da jinda kawa akata biya ka angara biagada rien comme kabebe rien qui ton de jini kan ni riwa ton mimi ti jinya re singa men ka swamaye le ton wakati aka ton pam alfa songlan le bana tumnya wa ton yam ti jini ka be jini yoke de la songal balan ka be jini. Dans la région, ce paysan est devenu un exemple de réussite en agroécologie et on vient souvent lui rendre visite pour quelques conseils pratiques. À quelques kilomètres de là, des femmes, une trentaine, exploitent un terrain d'une superficie de 1 hectare. C'est la saison des oignons. Ici, on respecte les règles de l'agroécologie. Premier constat, la nature est généreuse. Les oignons, sur cette parcelle, ont déjà une longueur d'avance. D'autres femmes des villages avoisinants viennent au champ pour s'approvisionner auprès de ces productrices. La vente se fait sur place. Ce circuit court est intéressant pour plusieurs raisons. Pour chaque planche d'oignons enlevée, les clients payent 7 500 francs CFA, un prix plus élevé qu'ailleurs, mais ces femmes savent qu'elles pourront tirer un bon prix en revendant plus cher les oignons sur le marché. Et ces commerçantes n'auront aucune peine à écouler les oignons. Les produits ici sont de qualité et aujourd'hui, c'est ce que le consommateur recherche. Aujourd'hui, les maraîchères sont satisfaites. Avec les techniques de l'agroécologie, elles disposent de revenus additionnels et l'alimentation familiale s'est améliorée. Près de 80 personnes ont ainsi rejoint l'association et très rapidement, elle a pu développer une nouvelle stratégie de vente des produits maraîchers. Mais à notre niveau même, il y a une femme qui travaille avec nous qui s'appelle Dondasi Yvette. Elle a commencé à produire, à vendre du bio, voilà, des paniers. Malgré ces bons résultats, l'agroécologie peut aussi être perçue comme un retour en arrière. On reviendrait aux pratiques des anciens. C'est une erreur et tous les agroécologistes pourront le confirmer.
Absolument, parce que l'agroécologie, ce n'est pas une agriculture du passé. Ce n'est pas une agriculture de négation. Parce qu'il y en a qui se disent que bon, quand on est agroécologie, là, on dit ce n'est pas faire, ne pas faire ça, ne pas faire. Non, non, non. L'agroécologie, c'est toute l'attention qu'il faut apporter à la terre pour qu'elle soit dans des dispositions de produire et de produire longtemps et durablement. En agroécologie, il faut travailler. Il faut travailler, il faut être à l'écoute de la terre, il faut travailler, il faut lui donner le compost, il faut faire les ouvrages anti-érosifs, il faut planter, c'est du travail. L'association Yelemani, ce qui signifie changement, a développé depuis 2 ans un centre d'expérimentation dans la région de Lumbila. Actuellement, 8 femmes sont actives sur ce terrain de 1 hectare. En choisissant cette zone, la responsable de l'association savait qu'elle allait susciter des réactions auprès des femmes et des cultivateurs locaux. Nous avons choisi de travailler sur cette zone justement pour sensibiliser, démontrer aussi à la population de Lumbila, aux producteurs de Lumbila, qu'en la travaillant, en la revalorisant, cette terre-là, on pouvait arriver à produire quelque chose. C'était une zone dans le temps qui était délaissée parce que, soi-disant improductive, elle était dénudée. Pour eux, c'était une terre qui n'était plus productive. Et nous, en l'apprenant, on a essayé de leur montrer, en tout cas démontrer, qu'en la travaillant avec du compost, en arrosant bien, en la travaillant vraiment, on pouvait la revaloriser. Donc c'était une façon aussi de les sensibiliser par rapport à l'agroécologie. Les réticences des femmes très vite sont tombées car les résultats étaient au rendez-vous. Et puis ton hontum ne biligame ya hna yilinti unwinig ne ba me to brawa mani obrawa likedo bonna nasal biliga antum ne nda amba de kada soban ti ton bombu de meng la ton mene heden debada ton mene heden bombu de ya wa bam hung ti lora obsanget yamba betam ti am ya game se nyam sam da tawa wusoro namba produit chimique wati tum ne bondo biliga ti nyam nama de menga yam nan ko sam ti yam patulon twen na fa pour menga yam kenda be mbod bo ya woto wakat fa. Yelemani veut démontrer aux femmes qu'il existe des techniques nouvelles. Ce n'est donc pas un retour en arrière. D'ailleurs, des expérimentations sont constamment réalisées, souvent avec succès, comme ici avec ces sacs remplis d'un mélange de terre et de compost et que l'on perce sur les côtés pour que se développent les légumes. Il y a beaucoup d'éléments du milieu qui sont utilisés, qu'elle ne connaissait pas. Quand je prends les plumes d'oiseaux, les plumes de poulet qu'on jette, mais quand on leur dit on peut l'inclure pour faire du compost, mais là elles sont étonnées parce que traditionnellement c'était jeté, c'était pas utilisé. Quand on leur parle du tabac qu'elle chic là qu'on vend au marché de Lumbila pour utiliser contre certaines attaques, alors elles sont étonnées. Donc c'est cette technique traditionnelle, c'est vrai, mais améliorée, innovante. Donc là elles arrivent à comprendre qu'il y a aussi de nouvelles choses. L'eau est un facteur déterminant. Sur la parcelle de l'association Yelemani, on compte bien remplacer cette pompe à eau par un système utilisant l'énergie solaire. Cela diminuerait aussi les coûts d'exploitation. L'eau n'est pas disponible aussi aisément. Dans de nombreuses parties du pays, elle se fait cruellement rare. Les paysans doivent alors développer d'autres techniques agricoles. Mais quand l'eau est maîtrisée, comme ici, cela facilite grandement la tâche des cultivateurs. Grâce à tout un réseau directement alimenté depuis un barrage, des dizaines d'hectares de terres agricoles sont ainsi irrigués. Un atout appréciable pour ces cultivateurs. Même si en agroécologie, on recherche à faire des économies d'eau, c'est tout le contraire de l'agriculture conventionnelle. Ce cultivateur fait partie d'un groupement qui compte près de 160 personnes, dont la moitié sont des femmes. Ensemble, ils occupent pas moins de 40 hectares. L'oignon, la tomate, l'aubergine, le maïs, le sorgho, le mil, tout cela est cultivé ici en pratiquant bien évidemment les cultures associées et en utilisant la fumure organique. Voilà,
tona ninga kilinga woto bungu choke yanda wala baya bum wala rum hangudun ta na di riba asanta bamla yakada ti ton bunga kete ton shela sa kete mi yanko sampa po hale bum hale pa mana me asawo yiki awom da kamba ti ton le yakada yanda ti songa tondo donc le ton mi ninga ngu woto no lak sampari ton mana bumba fa to tore mana jini da hambe woto jaba mi jini la woto tomate me yakame ning tore bala fa ko mara paye bilgra paye mle ko ba men woto ala paye mle. Ici, la grosse partie de la production est destinée à la vente directe. Andi hinkiet kidi ton ko do bumba wuso ame ya ndinda ton paten di ton ko da men sai la meri tam se ton di ton ko da me la ton ko da wakani ton mi mana me ti bumba yemta kira kai dongo kar kanga tilai ti ton tekde manan bumba to mpa hatawa na yiti ton so yiki nyawa sama parade mi yorade ton mi liti nyawala de ko hodi nyawa ko ma li sakra tambali ton hamman bati wa jemi riba bala ana yi to ne ton ko hoda ton ne wat kanda de wo dir ko da ko mora me ne me yite Ghana yite Côte d'Ivoire yite to watanda ton ni raka. Le souci de ce paysan actuellement, ce sont les quantités de fumure organique à produire. Si les surfaces cultivables augmentent, son cheptel, lui, n'est pas suffisamment important pour assurer la production d'engrais verts. D'autres cultivateurs vivent les mêmes difficultés. Ils achètent dans les villages voisins les déchets organiques pour alimenter les fosses fumières. Mais ce n'est pas toujours évident à cause du transport. Et puis un autre problème, c'est la proximité avec des champs qui sont cultivés en conventionnel. Le risque de pollution lors des grandes pluies est bien réel. Alors l'agroécologie, il faut d'abord comprendre que c'est une agriculture peu intensive en intrants externes, mais intensive en connaissances. C'est au fond une manière de produire qui récompense l'inventivité des paysans et des paysannes qui, dans le contexte où ils opèrent, identifient les solutions qui conviennent le mieux à l'écosystème dans lequel ils opèrent. Au fond, au lieu de considérer que tout se joue avec la semence et la plante individuelle, on replace la plante dans son environnement et l'on cherche à reconstituer des complémentarités entre les plantes, les arbres, les animaux, de manière à ce que l'on puisse adopter une approche beaucoup plus cyclique de l'agriculture plutôt que linéaire, qui est beaucoup plus durable et qui est beaucoup moins coûteuse pour les agriculteurs et les agricultrices qui la pratiquent. Petit détour par la ferme de Natia Boni, entièrement dévolue à l'agroécologie et à la vulgarisation des techniques agricoles. C'est la ferme de l'association ARFA. Mathieu Sawadogo l'a créée voici une vingtaine d'années. Au départ, l'endroit ressemblait à ceci, une vaste étendue complètement dénudée, exposée à l'érosion. Aujourd'hui, la biodiversité a repris pleinement ses droits. De nombreuses espèces d'arbres ont été replantées. Et ici, pendant la bonne saison, tout pousse. Du riz, du mil, des quantités de légumes. L'endroit est alors tout vert et florissant. Dans cette ferme, on peut venir se former, mais l'endroit est également largement ouvert aux jeunes. Effectivement, c'est ça qui fait que depuis les premières années de la création de ARFA, nous sommes fixés pour public cible, c'est deux groupes de personnes. Les paysans, parce qu'ils sont déjà en activité, ils sont déjà acteurs du système de production, mais aussi les jeunes, parce que c'est eux qui vont assurer la gestion des affaires de demain. L'agroécologie se rapproche aussi des villes. Près du barrage de Ouagadougou, la capitale, sur des dizaines d'hectares, des centaines de maraîchers verdissent ainsi toute la zone. Problème, ici on utilise des engrais chimiques sans contrôle. Une association se démarque pourtant. Depuis 2011, un maraîcher a repris des terres jugées très pauvres et il a pratiqué autrement le maraîchage. Les cultures associées, le compost, pour lui, un constat s'imposait. Si je vais prendre l'exemple, si mon ami fait du conventionnel, il met de la salade, on a fait le repiquage même jour. 25 à 30 jours, il commence à récolter. Pour ce que je fais du compost, ça va atteindre aux 35 jours à 40 jours. Mais le problème, c'est quoi? Au niveau de conservation, s'il n'y a pas eu du marché, je peux le laisser pour moi, même si c'est qu'à 60 jours. Mais le conventionnel, si la date d'arrivée, c'est foutu. Voilà, c'est foutu. La livraison directe de paniers de légumes dans les administrations, les services et auprès de consommateurs avertis, c'est une stratégie de vente en plein développement.
et elle porte ses fruits. Régulièrement, une membre de l'association vient au champ pour composer des paniers de légumes de saison. Le panier ainsi garni se vend à 3 000 francs CFA. Cette vente ciblée permet de toucher une clientèle qui dispose d'un autre pouvoir d'achat. Et parmi cette clientèle, il n'y a pas que des Européens. De plus en plus de citadins préfèrent des légumes produits de façon saine. C'est aussi la stratégie de Yélémani. L'idée soutenue est évidente, la ville doit tirer la campagne. On est un pays à plus de 80% agricole. Quelle est ma part de responsabilité en tant que citadin moyen aujourd'hui? C'est en aidant le cousin du village. Mais comment je l'aide? C'est en achetant sa production. Pour limiter l'exode rural, pour l'aider d'une certaine façon. C'est ma façon de l'aider au village. Donc on utilise tous ces arguments-là pour convaincre, pour approcher les clients à Ouagadougou. Ça aussi c'est intéressant parce que ça renverse les choses et ça crée de nouveaux mécanismes et une prise de conscience parce que si effectivement la campagne vient vers la ville avec de nouvelles propositions allant dans ce sens de la consommation des produits naturels, je crois que la ville va être réceptive à ça. Nous on a une ferme située à une vingtaine de minutes d'ici et on essaye de faire une production locale et juste de qualité quoi. On a une 50aine de poules, une 30aine de cochons et un peu de maraîchage. Et si on ne va pas au bout de la chaîne de commercialisation, on ne s'y retrouve pas. Et on pense que c'est le problème général ici. Les producteurs ne sont pas soutenus jusqu'à la commercialisation de ces produits. Et le fait qu'on puisse faire le marché et tenir une buvette, ça nous permet de suivre la chaîne de commercialisation de A à Z et de montrer aux gens que ça peut être un revenu correct. Quand tu prends nos pains qui sont faits avec les céréales locales, non seulement tu as l'avantage que tu les gardes pendant longtemps, deux, elles sont complètes, nos céréales sont complètes. À part le blé qui est toujours mélangé pour donner l'élasticité, les céréales que nous on rajoute sont toutes complètes. Ça veut dire qu'on a plus ou moins un pain fourni, c'est-à-dire en vitamines, en sels minéraux et en éléments nutritifs. Ce changement du comportement des consommateurs est aussi observé par le Comité national de l'agriculture biologique. C'est vraiment un changement assez important parce que de nos jours, le consommateur burkinabé, spécialement ouagavillois, les gens sont beaucoup regardants par rapport à ce qu'ils consomment. Notamment pour ce qui concerne les produits maraîchers, beaucoup sont intéressés effectivement de savoir la provenance de ce qu'ils consomment. CNA Bio est une jeune structure. Elle veut fédérer les associations agroécologiques. Elle regroupe actuellement une 40aine d'associations. Au Burkina Faso, le CNA Bio veut justement clarifier l'origine des produits en proposant un label de garantie. L'agroécologie, pour assurer son essor, a besoin aussi du soutien de la recherche technologique. Nous sommes en train donc, dans les cadres d'échange, les plateformes, etc., d'inciter la recherche à s'investir vraiment dans ces éléments-là. La question donc de la production sémencière, la question donc de validation des petites techniques mises en place par les petites ONG, que tout cela soit vraiment testé et validé par la recherche pour que nous puissions fournir aux promoteurs de l'agroécologie tous les intrants nécessaires pour faire de l'agroécologie une véritable technique de production durable et qui permet de faire face aux différents besoins de la population. CNA Bio a aussi une autre mission, plus politique. Ça, c'est vraiment très important pour le CNA Bio aujourd'hui. Faire en sorte que les décideurs politiques aujourd'hui s'intéressent vraiment à l'agroécologie. C'est ensemble que nous pouvons effectivement faire avancer parce qu'il faudrait également qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, les techniciens effectivement de ce ministère-là puissent effectivement dans leurs activités quotidiennes aussi prendre en compte ces aspects-là qui sont vraiment très importants pour l'agroécologie au niveau du Burkina. Lors des rencontres internationales de l'agroécologie, les représentants des différentes associations ont redit toute l'importance du soutien de la politique et du soutien de la recherche technologique. Nous devons nous investir dans la recherche scientifique pour arriver à démontrer qu'en réalité, scientifiquement, l'agroécologie tient au même titre que l'agriculture conventionnelle. Ça, c'est un combat
qu'il ne faudrait pas négliger. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous, en tant qu'acteurs de l'agroécologie, nous puissions, en tout cas à travers nos différentes organisations, influencer soit au niveau du politique, soit au niveau du législatif, pour que des lois soient prises pour favoriser la reconversion vers l'agriculture, vers l'agroécologie. Que ceux qui voudraient, par exemple, se reconvertir en agriculture biologique, qu'ils puissent avoir en fait un accompagnement de l'État dans ce sens. Ce genre de rencontre permet aux acteurs de l'agroécologie de se renforcer et surtout de construire des alliances dans un but bien précis et au-delà des frontières. Notre alliance va faire que des politiques seront obligés de prendre le train. Nous, on doit rendre hommage quand même pour une fois à une situation. Nous venons au Bénin de fêter les 5 ans de création de la Fédération agroécologique du Bénin, qui justement a été fondée suite à la visite de Pierre Rabhi sur notre site au Sévaste, au Bénin. Et nous avons invité le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin, qui est venu. C'est lui qui est venu faire l'ouverture. Et il a dit qu'il souhaiterait que notre école devienne un modèle pour toutes les écoles du Bénin, que de nouveau l'agriculture naturelle soit au programme des écoles du Bénin. Donc il arrive des fois où les politiques ont une vision, parfois, trop rarement d'ailleurs. Au Burkina Faso, le gouvernement doit aussi se positionner, malgré une certaine ambiguïté. Le pays, il y a 10 ans, a ouvert son agriculture aux OGM pour la culture du coton. Un marché énorme, car le pays est un important producteur de coton. Il a même détrôné l'Égypte avec une production annuelle voisinant les 750 000 tonnes. L'agroécologie occupe une place de plus en plus forte dans la politique nationale, n'est-ce pas, de développement de l'agriculture. Nous avons adopté une politique nationale de développement durable qui accorde une place de choix à l'agriculture durable. Il s'agit, parce que nous avons pris en fait conscience de l'appauvrissement des contenus, n'est-ce pas, des sols, de la baisse des rendements agricoles. Nous avons également pris conscience de l'utilisation incontrôlée, n'est-ce pas, de pesticides et toutes choses qui non seulement conduisent à une baisse au niveau de la rentabilité des rendements agricoles, au niveau donc des productions agricoles, mais en même temps présentent des dangers pour la consommation humaine et animale. C'est dans ce sens que de plus en plus il est question d'aller vers des modes de consommation et de production durable. Lors des rencontres de l'agroécologie, Pierre Rabhi avait de nouveau insisté sur le fait que l'agro-industrie était en échec. Il avait aussi marqué son opposition aux OGM. Est-ce qu'on nourrit la planète? Non. Il y a 1 milliard d'enfants qui meurent de faim. Il y a 3 milliards qui sont en sous-alimentation. Et puis la nourriture dite moderne, c'est une nourriture toxique. Il y a un ami qui disait, quand on se met à table avec la nourriture actuelle, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. Parce qu'en fait, il y a des substances qui sont incluses dans notre nourriture aujourd'hui et qui font du dégât physiologique énorme. Et après, on s'étonne qu'il y ait augmentation des cancers, augmentation des pathologies, de ce qu'on appelle les pathologies modernes. Donc c'est là où l'agroécologie intervient en quelque sorte pour faire que l'être humain coopère avec les lois de la vie et ne va pas contre les lois de la vie. C'est ça. Et ça revient aussi au principe, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Quand vous faites un simple compost et que vous le mettez dans la terre, vous mettez des milliards et des milliards de bactéries qui vont travailler positivement la terre et vous donner une nourriture de haute qualité. Et quant à croire que c'est avec autre chose qu'on va nourrir l'humanité, c'est totalement faux. On est en train d'affamer l'humanité en introduisant ce qu'on appelle des chimères, des semences trafiquées,
manipulés comme les OGM, l'organisme génétiquement modifié, etc. On est en train, c'est un véritable crime contre l'humanité. C'est un attentat contre l'humanité. Il serait temps quand même que les gouvernants le comprennent et prennent des décisions fermes, parce qu'ils ont la responsabilité quand même du destin collectif. Et s'ils ne prennent pas ces décisions-là, ils peuvent être accusés de non-assistance à l'humanité. Donc soyons très clairs, je suis absolument opposé à toutes ces questions de manipulation génétique. En mai 2015, les Burkinabés sont de nouveau dans la rue. Ils marchent précisément contre Monsanto. Ces manifestants veulent virer Monsanto du pays comme ils ont viré Blaise Compaoré. Dès le début des années 2000, l'entreprise américaine s'est implantée dans le pays avec son coton BT. Le régime de Compaoré lui a délibérément laissé la voie libre. Au sein de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, le discours a toujours été très clairement en faveur de la solution transgénique. En 2005, le constat était celui-ci. Il faut arriver aujourd'hui, nous avons tout fait pour réduire nos coûts de production. Nous avons pratiquement l'un des meilleurs prix de revient en Afrique au sud du Sahara. Nous avons comprimé toutes les charges. Aujourd'hui, pratiquement, nous sommes à un niveau, nous sommes arrivés à un niveau où il est difficile de comprimer davantage. En ce moment, il nous faut maintenant mettre l'accent sur la qualité pour pouvoir obtenir, même si les cours sont mauvais, pour que nous puissions obtenir des prix beaucoup plus intéressants. Et c'est ça qui nous permettra de tenir la tête hors de l'eau en attendant que des solutions plus justes et plus équitables soient trouvées au sein de l'OMC. Face à ce constat et surtout aux pressions de la multinationale Monsanto sur le gouvernement Compaoré, le Burkina s'est orienté vers le coton transgénique. L'utilisation des OGM, ça permettra aux producteurs de semer son coton jusqu'à 45 jours sans faire de traitement. Jusqu'à 120 jours, il va commencer à traiter. Ce n'est que les deux traitements ou 3 traitements dans l'année. Au lieu de faire 6 traitements, tu as que 2 ou 3 traitements dans l'année. Ça diminue carrément tes charges. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, nous avons, avec l'INERA, l'État et la recherche cotonnière, la recherche, l'INERA qu'on appelle l'INERA, qui fait la recherche sur les produits, toutes les semences. Ils sont en train de voir comment ils pourront, dans les années à venir, faire un essai dans les champs. Actuellement, ils sont dans les 500 pour faire les essais. Et ces essais peuvent prendre 10 ans. Ce n'est pas une année qu'il faut faire les essais et puis les vulgariser. La vulgarisation peut prendre peut-être d'ici 10 ans qu'on pourra commencer à produire ces OGM. Très vite, le coton transgénique s'est répandu à travers le pays. 70% des superficies cotonnières sont passées au coton BT. 10 ans après la rencontre avec le vice-président de l'UNPCB, les producteurs dépriment. L'or blanc ne fait plus leur joie. Le coton transgénique n'a pas tenu ses promesses. Les producteurs n'en veulent plus. Ma santé, oui. Monsanto, non, peut-on lire sur certains t-shirts portés par les manifestants. Pourtant, en 2003, Maurice Houdet, un spécialiste du monde rural au Burkina Faso, tirait déjà la sonnette d'alarme. Voici ce qu'il disait lors d'une conférence qui se tenait à Bruxelles, en Belgique. Qu'est-ce qu'un OGM pour un paysan burkinabé averti ? Cultiver des OGM, c'est accentuer sa dépendance pour un bénéfice très incertain. Les paysans qui ont l'habitude de sélectionner leurs propres semences ne pourront plus le faire. Les paysans sont obligés par contrat de verser des droits technologiques et s'engagent à ne pas conserver ou semer les semences obtenues lors de la récolte et à n'utiliser que les pesticides fournis avec les semences OGM et à permettre l'accès de la société semencière à leurs propriétés pour vérifier qu'ils tiennent leurs engagements. C'est donc prendre le risque de fatiguer davantage ces terres, de contaminer toute la brousse pour un avantage qui risque de ne durer que 3 ou 4 ans. C'est le risque de s'endetter. Les semences OGM sont nettement plus chères, les plantes transgéniques plus exigeantes. Le gouvernement a fait la sourde oreille. Il n'a pas tenu compte de ces avertissements. Il a préféré ouvrir la porte du pays à Monsanto. Le Burkina fait d'ailleurs figure d'exception. C'est un des rares pays du continent africain à cultiver du coton transgénique. Il y a eu ce temps, il faut dire aussi qu'il y a eu une grosse pression quand même des agriculteurs. Il y a eu des problèmes énormes depuis 3 ans, des paysans qui étaient contre les OGM, qui sont partis arracher des pieds de coton, il y a eu des affrontements, etc. Donc ceux qui sont contre les OGM n'ont pas baissé les bras, mais ça du côté agriculture
chimiques par les OGM, je pense que les gens ont mis le paquet pour que le Burkina, sur le plan géopolitique, c'était intéressant d'avoir un pays comme le Burkina. On arrive à l'amener à adhérer à cette politique de OGM. C'est très important parce qu'à partir de là, tous les pays frontaliers peuvent être touchés. Burkina est au centre, tu as la Côte d'Ivoire, tu as le Niger, tu as le Mali, tu as le Bénin, tu as le Togo, tu as le Ghana. Et donc je pense que Monsanto a réfléchi plusieurs fois avant de choisir le Burkina comme tête de locomotive. Et le paquet est vraiment mis. Parmi les organisateurs de la manifestation anti-OGM, réunis en un collectif citoyen pour l'agroécologie, il y avait l'organisation Yélémani de Blandine Sankara, très active dans ce mouvement de protestation. Le Burkina est menacé parce que tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est que les OGM sur le plan mondial, qui est en train d'être décrié même en Occident, là d'où il vient. Décrié par des mouvements, parce que même l'OMS a déclaré qu'il est cancérigène. Et comment aujourd'hui un pays comme le Burkina peut accepter ces produits-là, les OGM chez nous? Un pays pauvre comme le Burkina, nous n'avons pas les moyens de prendre en charge des problèmes de cancer, des problèmes de santé publique dans nos pays. Nous n'avons pas de capacité de gérer des problèmes environnementaux qui vont s'imposer avec l'utilisation de ces OGM-là. Donc, est-ce que nous devons rester les bras croisés aujourd'hui pour attendre, parce que Monsanto est une grande firme, est très forte, a réussi à corrompre nos autorités passées? Le Burkina est en danger. Un mémorandum a été remis au gouvernement. Pour le collectif, il faut absolument établir un moratoire de 10 ans au moins dans le but de poursuivre des recherches indépendantes sur les OGM. Pour leur part, les 3 sociétés cotonnières présentes au Burkina admettent qu'elles sont face à des difficultés techniques. Elles vont devoir réduire la production de coton transgénique de 73 à 55%, mais la technologie, elle, n'est pas remise en cause pour autant. Si les conséquences de l'utilisation peuvent s'observer sur le terrain, qu'en est-il dans les produits dérivés? Au Burkina Faso, on produit également de l'huile à partir du coton, de l'huile qui est consommée et exportée dans la région. Là aussi, on n'a pas demandé l'avis des consommateurs, on a simplement imposé l'OGM sans se méfier. Ils ont été dupés parce qu'ils font la culture d'un coton qui, du point de vue économique, n'est pas rentable, dont on leur avait dit qu'ils n'allaient plus faire de traitement phyto, mais se sont rendus compte aussi que c'est faux. Ce sont les consortiums de coton tels que Faso Coton, Sofitex. C'est essentiellement ces 2 consortiums de coton-là, apparemment, qui veulent intenter un procès contre Monsanto. Mais nous allons attendre de voir, parce que cette firme puissante qui a surtout des relents politiques peut travailler à l'intérieur à corrompre les gens. Ça, c'est surtout leur fort. Donc nous attendons de voir est-ce que dans les faits ça va se matérialiser. Ils sont fous, mais qu'est-ce que c'est infect? Dans notre assiette, c'est indigeste. Et moi je le rejette. A-t-on perdu le peu qui nous reste? A-t-on perdu la tête? Des animaux désinfectés au chlore. Pour les agroécologistes, le combat est loin d'être gagné, mais une brèche s'est entrouverte. Au Burkina Faso, l'agroécologie se développe et se densifie. Son défi est énorme. Elle doit réussir. Les paysans qui l'ont adoptée en sont convaincus. Ils veulent parier sur l'avenir. Ils veulent devenir des semeurs d'espoir. Il y en a qui bouffent du bœuf, qui ressemble à du cheval. Pour faire de l'agro-business, ils sont entêtés à planter du coton pété, breveté. Il ne leur reste plus qu'à tout contaminer. Et pourtant les petits paysans, jadis autosuffisants, restaient indépendants sans un franc. A-t-on besoin de cette merde pour nourrir les gens? Oh non, ils ont touché aux gènes avec les OGM. Instaure des monopoles et des filières américaines. Des trucs cancérigènes, des agents pathogènes. Y a pas de limite à l'imbécilité humaine. Ce sont souvent les paysans, les organisations paysannes qui eux-mêmes ont pris en main la recherche de solutions, si vous voulez, en essayant de développer des solutions convenant au contexte local dans lequel ils opèrent et diffusant les bonnes pratiques de proche en proche à travers, par exemple, des fermes-écoles, comme on en a vu émerger au Sénégal ou au Burkina Faso. Et cette diffusion des connaissances développées par les paysans eux-mêmes de proche en proche est souvent une manière beaucoup plus efficace de stimuler cette révolution que des décrets venus d'en haut qui ordonneraient à une révolution de s'opérer.
Mais de toute manière, on est encore loin d'un monde où les gouvernements croiront suffisamment à l'agroécologie pour y investir beaucoup et pour la forcer sur les paysans qui n'en voudraient pas. C'est plutôt aujourd'hui l'inverse à quoi on assiste. Pour Pierre Rabhi, il y a urgence. Notre mode de production alimentaire doit changer. Il faut retrouver rapidement l'intelligence d'une certaine heureuse simplicité volontaire. Nous sommes en train de participer au génocide des générations futures. C'est un véritable génocide, drame, tragédie. Il serait temps qu'on se réveille pour dire nous n'avons pas le droit de faire n'importe quoi de la vie. C'est là que serait la vraie intelligence, c'est-à-dire de se réjouir d'être en vie. En plus, nous ne sommes même pas dans les pays dits prospères qui ont théoriquement tout ce qu'il faut. Ce sont les pays qui consomment le plus d'anxiolytiques. Ça veut dire qu'en fait, on est dans une fausse... Et quel est le bien suprême finalement? C'est la joie. Et quel milliardaire peut acheter la joie? Aucun. Ils peuvent acheter des yachts, des machins, des avions privés, tout ce qu'il verra, mais pas la joie. Et la joie, on la trouve quelquefois chez des gens qui ont 3 fois rien, et ils l'ont. D'autres ont théoriquement tout ce qu'il faut, ils ne l'ont pas. Et quand on est joyeux, quand on est la joie de vivre, on a l'impression d'être comblé. Qu'est-ce qui comble le plus un être humain? C'est la joie. Voilà. Le reste, des bagnoles, des machins, tout ça c'est de l'éphémère, c'est rien du tout. Et on est là pour vibrer positivement.